n'est pas gratuit, alors il faut payer. Oui, c'est pas possible autrement, non? Mais par exemple, c'est à cause du support de DAD. Si vous avez fait 3 mois dans une université allemande, ça peut être aussi un mois et un mois et un autre mois. On doit être un petit peu flexible. Là, on peut vous appeler alumnus ou alumna d'une université allemande. Et là, on peut financer le voyage, l'hébergement et le manger. Mais il faudra quand même payer cette participation. On a aussi quelques petites bourses, ça dépend de Daria et de Clarine. Si elles nous donnent de l'argent, alors on le distribue comme bourse. C'est pas grand chose, c'est peut-être 300 €, mais ça peut aussi payer l'inscription. Mais il y aura toujours le voyage à faire. Il y a, j'ai noté, il y a des universités, mais ça dépend vraiment des universités individuelles, qui mettent à disposition à leurs étudiants, doctorants, des fonds si elles veulent participer à une école comme ça. Mais ça dépend aussi des étudiants qui cherchent vraiment de savoir ces possibilités. C'est pas, nous, on ne peut pas les connaître, pas du tout. Alors, il faut chercher. Il y a une réalité qu'on ne peut pas changer parce qu'il faut financer cette école, on paye aussi les enseignants, et comme ça, et on n'a pas un sponsor qui voudrait bien payer tout ça. J'ai répondu. Oui, merci. Juste pour rebondir sur ça, vous êtes en parler, je me dis que peut-être ce groupe, donc comme le disait Aram, c'est ça, peut-être une mission, un objectif de ce réseau qui est en train de se créer serait justement, c'est un réseau d'entraide, donc il y en a parmi vous, certains qui connaissent plus que d'autres, donc déjà d'identifier peut-être certaines personnes ressources qui pourraient être formées. Donc et là c'est à voir avec nous, avec tous les partenaires et tous les partenaires de l'événement. C'est un peu le mécanisme de former les formateurs et qu'ensuite vous ayez sur place vous sachiez à qui s'adresser et vous puissiez faire des formations localement et vous approprier vous-même et après diffuser comme ça par ricochet en fait ces connaissances. Ça, ce serait un programme à mon avis qui serait intéressant de mettre en place. Alors il faudrait cibler les outils, on ne peut pas former tout le monde sur tout, mais ça c'est une question scientifique, une question du programme scientifique de l'INU. Bonsoir à tous. En fait, je voudrais répondre dans la même veine que le docteur pour dire que les mêmes difficultés, on les rencontrait parce que en 2015, sous, l'influence du docteur Kakoufoba, on a connu ce qu'on appelle la documentation linguistique. Et les gens nous demandaient, mais vous faites la documentation, quel est l'objectif? Parce que documentation, nous tous on peut prendre nos thèses et puis on va numériser, on va rendre ça numérique, on dit qu'on a fait la documentation. Mais sans toutefois connaître véritablement les aboutissants de la documentation linguistique, on a accepté quand même de faire un master en documentation linguistique parce qu'il a eu à faire un programme d'enseignement de la première année jusqu'à Master 2. Nous étions déjà en Master quand nous connaissons
fin de licence, disons, quand nous connaissons la documentation linguistique. Et on s'est mis, on avait la difficulté des appareils pour pouvoir faire des enregistrements, des enquêtes de terrain. Il y avait l'université qui n'était pas favorable. Déjà parce qu'ils estimaient que ça allait faire plus de dépenses, le département aussi. Est-ce qu'il faut accepter cette discipline? Donc c'était une bataille et c'était nous qui étions la première promotion, je crois. Et donc il fallait démontrer par nous que c'est une bonne chose. Mais on a eu cette difficulté, on n'a pas jeté l'éponge, on a collecté des données, on a eu la difficulté d'hébergement de nos données. Comment avoir un serveur numérique pour pouvoir faire notre banque de données. Ça nous a manqué, mais en même temps, on a trouvé l'alternative parce qu'on a prévu sa communauté qui est une communauté en danger, une langue en danger, les Bétinés. Et comme moi aussi, je travaille sur une langue minoritaire de Côte d'Ivoire en danger, donc on a monté un projet, et comme il est beaucoup influent dans sa communauté, avec les cadres de la mutuelle de sa communauté, pour faire la revitalisation de la langue. Parce que il y a deux villes de Côte d'Ivoire où sont parlées ces langues-là. Mais dans lui, sa localité, c'était vraiment les locuteurs, je pense, n'atteignent pas 10. Et donc il fallait faire quelque chose. Et nous avons monté un projet de revitalisation de la langue. Dieu merci, la mutuelle de sa communauté a accepté et nous sommes partis. Et chaque vacances, on faisait des bains de langue pour revitaliser la langue. Et la difficulté jusqu'à aujourd'hui, c'est que je pense que le serveur numérique ou héberger les données, mais pour les cours, pour la formation, avec ces contacts, on a vu les techniciens, par exemple, de la télévision, de la radio-télévision ivoirienne, qui viennent de temps en temps donner, parce qu'en fonction du programme des cours, ils viennent donner des formations aux étudiants de la première année jusqu'en master. Ils viennent comment tenir une caméra, comment manipuler pour des éventuelles captures d'images, pour les prises de son et tout, comment faire. Donc la technique, on a joué sur le relationnel pour pouvoir avoir quand même des données. Et donc, pour dire que ce qui touche les langues africaines, généralement, nos responsables politiques n'accordent pas d'importance. Et c'est cette difficulté que nous rencontrons. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce qu'on a les directeurs d'instituts de linguistique appliquée qui sont avec nous, à eux aussi de monter des projets pour pouvoir convaincre les autorités afin de pouvoir s'impliquer dans la chose. Et je pense que ça va nous aider. Il ne faut pas qu'on compte forcément sur les forces de l'extérieur, mais il faut que nous aussi nous donnons de la volonté. Il faut que nous arrivions à convaincre nos gouvernants, nos autorités à s'impliquer. Ça va aussi nous arranger. Voici ma contribution. Merci beaucoup. On va arrêter là. On prend une question. On va faire la parité déjà. Voilà. Bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que mon frère vient de dire, parce que moi je vis ce problème en ce moment. Je fais la documentation linguistique, je suis à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où il n'y a pas de spécialiste en documentation linguistique. Je travaille avec un professeur qui est sociolinguiste. Il ne sait même pas ce que c'est que la documentation. Donc, je suis... une place. Mais il m'encourage de continuer à persévérer dans l'option pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Mais pour que ça puisse prendre de l'ampleur, il faut qu'il y ait des gens pour me soutenir. Quand je dis soutenir, je me dis qu'en participant à cette formation, je peux quand même avoir des enseignants ici qui vont me donner un coup de pouce dans la matière pour que je puisse terminer mon travail. J'ai fini le volet descriptif, mais le volet de documentation, franchement, je n'ai pas encore abordé parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Et
peut-être que si je finis que je soutiens à Boaké, je serai la première documentaliste à l'université Alassane Ouattara. Donc vraiment, je fais un plaidoirie pour tous les enseignants linguistes qui sont là, qui sont documentalistes. Si vraiment ils peuvent me donner un coup de pouce sur les logiciels et autres, comment est-ce que je peux continuer mon travail? Vraiment, ça me ferait plaisir. Donc c'est mon plaidoirie. Merci Diane. On va arrêter avec la question, s'il vous plaît. Je voudrais juste rassurer, alors pour ceux qui et ceux qui ne sont pas forcément des linguistes, la documentation linguistique, c'est un domaine de la sous-domaine de la linguistique qui consiste à récolter, à recueillir des enregistrements, en tout cas des pratiques linguistiques vivantes sous forme d'enregistrement vidéo, audio. Ensuite, de les enrichir d'informations linguistiques, par exemple des transcriptions phonétiques, des traductions, des métadonnées, et puis de conserver ces collections, ces corpus dans une archive où les données peuvent être accessibles. L'idée derrière, c'est de pouvoir préserver l'héritage linguistique qui, dans la plupart de ces communautés, court un réel risque de disparition. Voilà un peu. Mais je voudrais leur annoncer une bonne nouvelle, c'est que moi, je rentre dans les humanités numériques à partir de la documentation linguistique. C'est en faisant de la documentation linguistique que je prends conscience du pouvoir de la technologie pour changer non seulement le travail du chercheur, mais pour lui donner du pouvoir. Je vais vous dire quelque chose. Les jérémiades des humanistes, elles ont commencé depuis le Moyen-Âge, peut-être avant. Les politiciens, ils s'en foutent. Ils vous écoutent lorsque vous leur parlez un langage qu'ils entendent. Lorsque vous formulez les résultats de votre recherche de telle façon à ce que ces résultats parlent aux problèmes de la société. Je ne dis pas que les humanités doivent être tournées vers l'utilitaire, mais tel que nous devions y penser. Nous travaillons sur l'humain. La linguistique, par exemple, c'est une science éminemment humaine. Mais à quoi servent nos travaux de linguistique? Nos travaux, nos thèses, nos articles, à quoi servent-ils? Posons-nous cette question. Moi, je suis engagé, par exemple, dans le développement des outils, par exemple, de retranscription automatique de la voix. Pensez-y un peu. Si vous avez un outil de, comment on appelle, de reconnaissance automatique de la voix, ça, c'est des produits qui peuvent parler à des compagnies de téléphonie. Oui. Si vous avez une communauté de 500 000 personnes, ça les intéresse. Parce que c'est un produit vendable et c'est des produits qui sont à la portée des linguistes. Pensez à les historiens, les archéologues. Il y a des collections, des municipalités, des régions, des gouvernements ont des patrimoines culturels qu'ils aimeraient valoriser. Mais allez-y proposer leur des projets de numérisation des fonds d'archives, des sites patrimoniaux. Ça leur parle. Et tant que ça leur parle, ils sortent de l'argent. Donc, tel que nous les humanistes, nous devrions nous bouger un peu et cesser de penser que parce que nous travaillons sur l'humain, les autres doivent forcément nous dérouler le tapis. Nous voyons bien que le monde ne fonctionne pas comme cela. Voilà. Je ne sais pas si les collègues panélistes ont un dernier vraiment en 2 mots, sinon on vous remercie et nous vous invitons tous les participants, nous le marquons, sont conviés au repas, à tous les repas. Tous les participants sont conviés à tous les repas, y compris le dîner. Hier, nous avons été surpris de voir que, après la formation, des patients qui ne résidaient pas à l'hôtel, qui résident à Yaoundé, sont rentrés. Et c'est aussi des moments où on continue la discussion, où on s'engage dans le réseautage qui est très important pour la suite, pour la continuité, pour la soutenabilité de tout ce que nous sommes en train de semer ici. Juste un petit rappel pour le programme de demain que chacun a même. Il est bon de rappeler quand même brièvement.
demain matin, nous enchaînons avec les ateliers de ce jour, à savoir texte, corpus, et puis stylométrie. Et puis dans la soirée, nous aurons les ateliers, nous aurons l'atelier sur Euris, qui est un atelier en commun. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Merci.